ravie de vous accueillir ce soir à ce webinaire dédié aux patients et aux professionnels de santé à la fois. Vous êtes très nombreux à vous connecter, donc merci beaucoup. Et ce webinaire a pour thème la prise en charge en ville de l'ostéoporose. Qui fait quoi? Euh, je donne la parole au professeur Patrice Fardelonne qui va introduire le sujet et ensuite Jérôme Catio, pharmacien, prendra la parole. Patrice, Merci c'est à vous. Françoise. Avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux qui ont suscité ce webinaire, et notamment l'ARS des Hauts-de-France et la FLAR, euh, parce que c'est un sujet éminemment important. C'est un sujet qui est une priorité de santé publique, hein. Rappelez-vous que dans Ma Santé 2022, l'ostéoporose figure en belle place. Et force est de constater, parce que j'atteins un âge certain, et ça fait 35 ans que je m'intéresse à ce sujet-là, force est de constater que nous n'avons pas remporté la guerre, pour utiliser un langage un peu guerrier, puisque j'ai connu l'époque où nous n'avions pas de moyens d'investigation, où nous n'avions pas de traitement efficace. C'était les années 80 en fait, hein. Et puis sont apparus la densitométrie et les premiers médicaments qui ont passé le cap des essais thérapeutiques et qui se sont révélés extrêmement efficaces dans le domaine de l'ostéoporose, c'est-à-dire les bisphosphonates à l'époque. Eh bien, malgré ce double constat, exploration facile et peu coûteuse, et d'un autre côté, traitement dont l'efficacité est reconnue et la tolérance également, eh bien, il faut constater que depuis 6 à 7 ans, eh bien, nous perdons du terrain, puisque chaque année, c'est à peu près 6 ou 7% de densitométrie en moins qui sont prescrites par rapport à l'année précédente. C'est autant de médicaments qui ne sont pas prescrits non plus, hein, des médicaments spécifiques, j'entends bien de l'ostéoporose, et donc on perd du terrain au lieu d'en gagner. C'est assez paradoxal. Donc il est très important que tout le monde se mobilise, que tous les corps métiers se jettent dans la bataille, pour filer la métaphore guerrière, et que chacun retrouve ou trouve sa place dans ce combat. Alors, tous les acteurs de santé sont convoqués, hein. Bien sûr les médecins, bien sûr les pharmaciens, les masseurs kinésithérapeutes, les diététiciens, les ergothérapeutes, les infirmiers. Chacun apporte sa note parce que a des moyens d'éducation, des moyens thérapeutiques différents qui vont se compléter. Pour ce qui concerne le pharmacien, eh bien, il m'a été donné depuis plusieurs décennies de beaucoup travailler avec ce corps de métier, et ça a été un grand plaisir pour moi, euh, parce que dans mon CHU, j'avais un collègue et ami qui était persuadé que le pharmacien devait prendre sa part dans l'aspect de la prise en charge clinique des patients, et notamment des patients ostéoporotiques. Et j'ai beaucoup travaillé avec le CESPharm pour la formation des pharmaciens, avec des cycles de conférences, et j'ai toujours été frappé par l'intérêt constant, permanent, que présentaient les pharmaciens vis-à-vis de la prise en charge de l'ostéoporose. Il y a toujours eu un franc succès. Et cette prise en charge de l'ostéoporose par le pharmacien, elle se décline de différentes façons. J'en vois au moins deux. La première, c'est qu'il y a un déficit d'identification des patients qu'il faut traiter. Or, on a vu ce midi dans un autre webinaire que les patients adorent se confier aux pharmaciens, qu'ils passent beaucoup de temps, plus qu'avec leur médecin traitant peut-être parfois. Et le pharmacien peut ainsi repérer les patientes qui présentent des facteurs de risque d'ostéoporose et leur proposer un parcours vertueux pour qu'elles puissent passer une densitométrie et d'autres explorations. Il peut également voir des patients récemment fracturés. Alors bien sûr, ils peuvent porter un plâtre, mais ils peuvent venir également retirer un traitement anticoagulant, par exemple. Et tous ces patients-là sont des patients qui n'ont pas de prise en charge, parce que parmi les patients fracturés, 5 à 10% seulement ont des explorations et des traitements spécifiques de l'ostéoporose. Après, il y a un gros souci qui est propre d'ailleurs à tous les traitements des maladies chroniques, c'est l'adhésion au traitement. L'adhésion au traitement, il y a deux composantes. Il y a d'abord l'observance.
Or, on sait que les médicaments comme les bisphosphonates, pour être efficaces, doivent être pris des modalités qui sont extrêmement précises, le matin, à jeun, avec un grand verre d'eau, faiblement minéralisé. Et c'est le contact avec le pharmacien est l'occasion pour le patient d'être à nouveau informé sur ces modalités de prise qui, sinon, font que le médicament n'est pas du tout efficace. Et puis, toujours dans l'adhésion, la deuxième composante, c'est la persistance. Or, comme dans la plupart des maladies chroniques, la persistance est très mauvaise, hein. Elle est inférieure à 50% à 1 an pour les traitements anti-ostéoporotiques. Et là, il y a quand même un très, très gros enjeu parce que non seulement on ne traite pas assez de gens, mais les gens arrêtent leur traitement une fois constitué. Donc voilà. Et puis, plus récemment, il y a également un très, très important rôle d'information et de rassurage ou de rassurement, je ne sais pas comment on peut dire, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bashing à propos des traitements où on a agité des frayeurs, on a mis en avant des complications qui sont et qui demeurent très rares, mais qui font que certains patients arrêtent leur traitement ou même des médecins n'osent plus prescrire parce qu'on leur a expliqué que ces médicaments-là vont donner des ostéonécroses, des fractures, etc. Et le pharmacien est bien placé pour remettre un petit peu les choses en ordre et remettre à sa place les complications éventuelles qui sont rarissimes. Voilà un petit peu comment je vois la place du pharmacien, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Et ceci a pu être expérimenté, même, je vais dire, en vraie vie. Et je vais laisser la parole à Jérôme Catio et Camille Cousin qui vont nous faire part de cette expérimentation qui a été réalisée dans certains endroits des Hauts-de-France et qui montre que le pharmacien est à même de repérer les patients à risque d'ostéoporose. Ostéoporose, rappelons, qui est targuée d'être une maladie silencieuse jusqu'au moment où survient l'événement très bruyant qui est la fracture. Donc, si on ne repère pas les patients à risque en les interrogeant, en demandant s'ils ont des facteurs de risque, on passe à côté de la prévention de la première fracture. Et donc, ce qui va nous être apporté, c'est l'expérimentation en officine de ce repérage du risque d'ostéoporose chez les patientes qui s'y présentent. Donc, je cède la parole à monsieur Jérôme Catio. Merci, professeur Fardolone. Merci à vous. Donc, on va revenir un peu sur cette expérimentation qui a été travaillée pendant pas mal de mois durant cet aspect Covid de la pandémie. Alors, vous m'excuserez, j'ai une voix un peu railleuse, mais je ne suis pas en très bon état ce soir. Donc, on va essayer de faire au mieux. Donc, je vais vous parler du repérage. On a beaucoup travaillé sur le repérage. On a travaillé sur certains sites. Alors, Camille, tu peux peut-être préciser les sites, des sites en Picardie et des sites dans le Pas-de-Calais. Les communes de Picardie et le Pas-de-Calais, moi, tu les donneras après, ces sites? Oui, comme vous voulez, soit vous commencez après. Bon, tu les donneras après, c'est pas gênant. Oui. Donc, notre but, c'était d'abord de trouver le critère de ciblage pour repérer ces patientes. Donc, on a décidé que c'était des femmes de plus de 45 ans et qui répondaient à deux des critères sur les 5 possibles, c'est-à-dire soit elles étaient ménopausées, soit elles avaient déjà eu une fracture dans ces dernières années, soit elles avaient perdu plus de 3 cm de hauteur par rapport à la taille qu'elles avaient à 20 ans, soit elles avaient des parents qui avaient effectivement de l'ostéoporose avec des fractures associées du col du fémur, ou le dernier, c'était avoir des parents avec une posture voûtée. Donc ça, c'est un entretien qui, au contraire, va très vite en effectif, qui n'est pas du tout chronophage et qui nous permet d'être très vite réactifs vis-à-vis de cette population. Et lorsqu'on a effectivement ciblé ces patientèles, on peut les orienter vers, lorsque ces deux de ces questions, sont cochées, on peut les orienter vers un entretien plus long, on va dire, dans un espace de confidentialité dans l'officine, avec une quinzaine de minutes, on va dire, il ne faut pas aller au-delà de 15 minutes, et on peut effectivement travailler sur des questions d'antécédents familiaux, des questions sur des facteurs cliniques personnels, des facteurs d'attitude de vie, peut-être de diététique aussi, et d'antécédents sur la survenue de fractures. Donc ça, c'est effectivement le travail qu'on peut mettre en place. Et en fonction de ce résultat de cet entretien de 15 minutes, on pourra bien sûr, et c'est le but un peu de cette expérimentation, c'est envoyer
tous les patients avec des résultats de cet entretien au médecin traitant pour qu'ils puissent effectivement avoir une prise en charge un peu plus approfondie auprès de leur médecin traitant. Voire, je pense aussi que tu pourras parler, Camille, de la carte de coordination, puisqu'elle existe et qui va nous permettre d'être en relation directement pharmacien et médecin traitant en fonction de l'entretien et des résultats qu'on pourra donner à ces entretiens individualisés. Donc voilà, moi, c'est ce que, pour lancer un peu la thématique, c'est ce que je voulais dire. Alors, les sites, je sais qu'il y en a dans Picardie, je crois qu'il y en a 4 et un dans le Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas. Alors, en fait, je voulais juste redire que l'expérimentation n'est pas encore commencée. En fait, elle a été retardée avec le Covid. Du coup, ce sera pour mars 2022. Et en fait, ça va concerner à la fois une petite partie de la Côte d'Opale, qui est le Montreuilois, le département de l'Oise et le département de la Somme, ce qui représente environ 454 pharmacies. Et celles qui le souhaitent pourront intégrer cette expérimentation. On en espère minimum 50 pour avoir un panel d'environ 1500 patientes au moins repérées dans le cadre de cette expérimentation. Oui, je crois que ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit le professeur Patrice Fardelonne pour présenter ce qu'est d'abord l'ostéoporose et sa vision concrète des problèmes posés actuellement par l'ostéoporose et cette expérimentation de repérage et de dépistage du risque par les pharmaciens. C'est vraiment, en tout cas, moi je veux saluer ce travail qui est un travail de fond, on le voit, et qui demande aussi évidemment une formation des pharmaciens. Peut-être le professeur Fardelonne peut nous dire un mot de cela, ainsi que Jérôme, Patrice, si tu veux dire un mot. Oui, alors cette formation, elle a été réalisée sous la forme d'une vidéo que voici, hein. On a l'impression que je me suis cloné, je suis un peu partout, Oui, pardon. désolé, hein. Et où j'explique un petit peu comment se fait la prise en charge médicamenteuse et l'éducation thérapeutique des patients. Alors, j'interviens au milieu d'autres présentations, comme un témoignage de patiente et, et la présentation technique de l'expérimentation, hein, comment elle va se passer en réalité dans les différents sites que nous avons vus. Donc, cette vidéo, bah, elle est prête à être diffusée et elle le sera, je pense, au moment de l'expérimentation. Oui, ça c'est important, les regards croisés, pour pouvoir en effet être en capacité de ce repérage, de ce dépistage du risque. Enfin, je pense qu'avec le petit questionnaire, c'est vraiment quelque chose qui semble être une solution déjà et qui se met en place. Donc, je pense que c'est très intéressant. Et ces régions citées par Camille, évidemment, vont bénéficier de cela. Et il y aura en plus, je crois, un document de coordination. Oui, j'allais le présenter justement. Et c'est vrai qu'en fait, l'objectif de la formation, c'est un prérequis obligatoire. C'est-à-dire que les officines qui souhaitent intégrer l'expérimentation devront au préalable se former. Toute l'équipe officinale pourra se former parce que c'est important de dire aussi que c'est un travail d'équipe et que chaque membre de l'officine pourra participer à cette expérimentation et donc ils devront se former en ligne à cette expérimentation qui sera divisée en 4 vidéos. Mais je voulais aussi dire que on a eu le soutien de l'ARS sur ce projet, on en remercie. Ça a été un fruit quand même d'un long travail avec l'ensemble de nos partenaires qui est la FLAR, les centres hospitaliers de Lille et d'Amiens, ainsi que l'URPS Médecins, et on les remercie de nous accompagner sur ce projet. Et donc effectivement, une fois que la patiente est repérée, elle aura donc un entretien sur l'évaluation de son risque ostéoporose via le questionnaire de la Fondation internationale de l'ostéoporose. Et en fonction du résultat de ce questionnaire, un second questionnaire pourra lui être proposé s'il y a un risque qui est avéré via le questionnaire du Brio. Et si un risque est avéré, il y aurait une orientation vers le médecin traitant qui aura été au préalable du début de cette expérimentation tenu au courant de la tenue
de ce projet sur son territoire via un courrier qui lui sera adressé en début d'année, co-signé par l'URPS pharmaciens et médecins, pour leur expliquer la démarche et qu'ils ne soient pas surpris de recevoir une patiente avec des documents, parce que notamment la patiente recevra par son pharmacien un courrier de liaison qui expliquera les résultats des 2 questionnaires dans ce courrier pour que le médecin soit au courant des résultats. Et on donnera également une carte de coordination qui est anonyme et préaffranchie. Ça nous permet, nous, de recueillir des données et de connaître, suite à l'entretien du pharmacien, si la patiente a été diagnostiquée et les suites qui ont été données à cette expérimentation ou en tout cas à cet entretien. Donc voilà, c'est un peu des chiffres qu'on obtient grâce à ces petites cartes. Et là, je vous ai juste mis un peu la communication qu'on a faite qu'on va faire sur le sujet. Donc, une affiche qui sera posée en officine et la petite brochure avec le questionnaire que vous voyez sur votre droite. Et dans le cadre des conseils hygiéno-diététiques, les brochures du griot, par exemple, pourront être remises aux patients afin qu'ils puissent compléter son entretien avec des petites infos pratiques au quotidien. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite compléter. Merci beaucoup de cette présentation qui est vraiment passionnante. Il y a des questions qui commencent d'arriver, donc attendez-vous à être questionnés. Et maintenant, je vais avoir le plaisir d'introduire donc Philippe Bouineau, qui est masseur kinésithérapeute et qui va aborder l'environnement de l'ostéoporose et de la fracture et donc la place des kinés. Donc Philippe, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être présent parmi nous et merci à la FAR et à l'ARS pour cette soirée. Donc nous, en tant que kinésithérapeute, on intervient relativement peu dans la prévention, puisque c'est vrai que les patients qui ont de l'ostéoporose, ça sera des patients qui auront eu, c'est pas des gens qu'on va sentir tout de suite ostéoporotiques, ça sera des gens plutôt qui auront eu déjà des fractures. Et donc, du coup, nous, on sera plus sur le traitement de la fracture, on sera plus sur éventuellement quelqu'un qui est diagnostiqué par l'ostéoporose avec son Z à -2. Et ça permettra de… donc, on aura 2 choses à faire. Un, le traitement de la fracture, donc travail sous plâtre et travail sans le plâtre. Donc, avec des mobilisations et des renforcements musculaires de la zone non plâtrée pour quand il y a plâtre et mobilisation et renforcement musculaire de la zone plâtrée. Une fois qu'on arrive à obtenir bien sûr l'ablation du plâtre et suivant bien sûr les prérogatives suivant les consignes chirurgicales bien entendu. Un des éléments après qu'on pourra travailler avec les patients, ça sera justement peut-être du coup de dire à ces patients d'aller voir leur médecin traitant pour dire puisque vous avez fait des fractures, ça serait peut-être bien qu'on travaille votre équilibre, puisqu'il y a peut-être une chute. Donc s'il y a une chute, pourquoi il y a chute? Donc du coup, est-ce qu'on ne travaille pas un peu sur l'équilibre? Du coup, nous, en termes de soins et de soignants, on va travailler beaucoup. Il faudra qu'on pense non seulement l'équilibre habituel, on va dire, les exercices habituels d'équilibre que tous les kinés connaissent, mais aussi, ça sera de travailler sur la mobilité du pied. Est-ce qu'on aura une bonne mobilité des chevilles? Est-ce qu'on a des bonnes sensations au niveau des pieds? L'oreille interne, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Donc, si on a un doute, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer vers un ORL, ou renvoyer vers le médecin qui enverra vers un ORL? Donc, voilà, c'est tout un ensemble qui nous permet d'essayer de voir à ce que le patient on va éviter, on va tout faire pour que le patient évite d'avoir une deuxième chute. Par contre, en termes d'ostéoporose, après, on travaillera beaucoup plus sur l'activité physique. Donc, quelle activité physique donner à quel patient? C'est un bilan qu'on a l'autorité à faire maintenant avec le sport sur ordonnance. Donc, préconiser un sport, en parler, prendre le temps d'en parler, voir les capacités physiques de chacun. On ne va pas demander à un patient qui est cardiaque de faire des choses complètement folles, mais par contre, on peut peut-être parler à quelqu'un qui est jeune
Là, j'ai vu cet après-midi, il y avait un patient de 33 ans. À 33 ans et de l'ostéoporose, ben, on va peut-être lui préconiser peut-être des sports, alors pas forcément des choses brutales, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un sport qui peut être un peu intense, qui peut, avec peut-être pas un sport de combat, mais quelque chose des mouvements assez important pour remuscler, pour empêcher justement que le muscle protège un peu que le muscle protège un peu l'os. Donc ça, c'est les quelques points qu'on fait ensemble. Après, en termes de relation, bien sûr, c'est forcément une relation médecin, enfin patient-médecin important. Enfin, on a forcément, tout doit passer plus ou moins par le médecin traitant parce que c'est des traitements et c'est des examens. On n'a pas l'autorité pour prescrire une ostéocytométrie, et c'est tant mieux. Parce que voilà, on n'est pas fait pour ça. On peut toujours donner des conseils de diététique. On peut toujours parler de la diététique, on peut toujours envoyer vers un diététicien, c'est quelque chose de complètement absolu. Et puis, bien sûr, éventuellement, on peut aller faire une visite à domicile en disant ben, est-ce que chez vous, c'est dangereux, c'est bien éclairé, c'est bien aménagé. Des choses toutes bêtes, est-ce que le carrelage est-ce que l'accès à la baignoire, il n'y a pas des poignées? Est-ce qu'il y a besoin vraiment d'une baignoire, etc. Et comme disait ce matin Sébastien, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides qui existent partout, donc il ne faut pas hésiter d'en parler aux médecins, aux patients, et qui derrière verra après, lui, ce qu'il peut faire, comment il peut le faire, etc. Voilà. On voit bien que le rôle du kinésithérapeute, lui aussi, est un rôle qui est assez multiple, en fait. Donc, c'est pas simplement la rééducation de la fracture et de ses séquelles, mais c'est aussi tout un travail, en fait, sur l'équilibre, les chutes, l'activité physique, l'apprentissage des mouvements, l'éducation et même les visites à domicile. Donc, vraiment, des rôles multiples avec en plus un adressage, et on va le voir peut-être avec la présentation suivante, un adressage à des spécialistes pour pouvoir compléter finalement et répondre aux besoins du patient fracturé. Donc vraiment, merci beaucoup Philippe. Là aussi, il y a des questions qui arrivent. Hein. Donc voilà, je laisse Patrice présenter notre interlocuteur, notre Oui, conférencier suivant. alors notre conférencier suivant, c'est donc le docteur Philippe Tréhoux, qui va nous parler de la place des médecins dans la prise en charge de l'ostéoporose. Parce que rappelons que le médecin généraliste, bah, c'est le chef d'orchestre, hein. C'est lui qui, d'ailleurs, on le voit, prescrit le plus de densitométrie et le plus de traitements, à peu près 75% pour les deux. Il y a d'autres intervenants médicaux hein, qui à côté du médecin généraliste, ont leur importance ou devraient l'avoir. Par exemple, le radiologue devrait signaler toutes les fractures vertébrales qu'il voit lorsqu'il fait des radiographies, quelle qu'en soit l'indication. Le chirurgien orthopédiste devrait également signaler au médecin traitant, bah voilà, j'ai opéré votre patient qui avait fait une fracture de fragilité en tombant de sa hauteur. Le rhumatologue aussi peut être d'une aide, puisque c'est aussi lui qui intervient dans les cas difficiles. Voilà. Donc, le médecin a une place extrêmement importante, essentiellement le médecin généraliste. Alors, il y a un souci. Moi, je suis enseignant, hein, donc j'enseigne les étudiants en médecine, et à mon grand effroi, je me suis aperçu que sur les 6 années de cours magistraux que je fais, je consacre une demi-heure à l'ostéoporose. Une demi-heure, alors que c'est un gros problème de santé publique. Donc là, il y a aussi une réflexion qui doit partir de l'université pour essayer d'augmenter un petit peu le niveau d'information médicale, parce que si on ne, comment dire, si on ne reprend pas tout à la base, ça ne peut pas marcher. Hein. Et Donc, c'est vrai que pour oui, rebondir sur cela,
je pense qu'il y a nécessité d'un module, on le voit pour les médecins, on Oui. le voit aussi pour les pharmaciens, pour les Mhm. kinés, les infirmiers. Un module pour la santé des os et l'ostéoporose apparaît raisonnable, d'autant Oui, plus que l'ostéoporose a fait partie des 6 maladies dans la stratégie de transformation du système de santé, tout à une fait. mission ministérielle à laquelle la FLAR a été invitée. Et Alors, donc, après, il y a un phénomène, mais ça reste entre nous, hein, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu pas très orthodoxe, ce que je vais dire, c'est que dans les années 90, il y a eu des laboratoires qui, parce qu'ils avaient des molécules, se sont beaucoup impliqués. On a fait beaucoup de PU, on a fait beaucoup d'informations, et ça a été un petit peu l'âge d'or parce qu'il y avait beaucoup plus de patients qui étaient pris en charge. Et puis, ces molécules-là sont tombées dans le domaine public, ils ont été génériquées. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de laboratoire, parce que quand même, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et on a beau décrier euh, et accuser de conflit d'intérêts, etc., mais s'il n'y a plus de formation, ce que l'État est incapable de faire, on a essayé de faire des tas de se substituer hein, avec des moyens publics, on n'y est jamais arrivé. Et il y a aussi ce déficit de formation continue hein, qui peut expliquer dans une certaine partie le désintérêt, le désamour par rapport à la prise en charge de cette ostéoporose. Ce n'est pas politiquement correct, mais je voulais le dire aussi. Voilà, je cède la parole enfin au docteur Tréhou. Bonsoir à tous, merci professeur. Moi, je voudrais rebondir sur le fait que, effectivement, bon, idéalement, le médecin traitant a sa place, bien entendu, dans tout ça. D'autant plus qu'effectivement, dans nos études, on n'a pas trop insisté sur l'ostéoporose, alors que c'est une maladie qui est très fréquente, c'est une maladie qui est relativement, on peut facilement en faire un diagnostic, on a des traitements efficaces, donc ça vaut peut-être le coup de faire quelque chose. Si on compte qu'il y a 25% des femmes de plus de 65 ans qui en sont porteurs, 50% après 80 ans, il faut peut-être se pencher sur le sujet. C'est une maladie qui est ignorée du grand public. Je ne vais pas dire ignorée des soignants, mais souvent mise de côté par les soignants. Alors, le problème, c'est d'y penser. Comme vous avez dit, le chirurgien dentiste, le radiologue, tout le monde peut y penser. Nous aussi, bien sûr, mais l'ensemble des soignants. Hein. Et puis, comme je disais tout à l'heure ce midi, ben aussi le patient hein, qui est acteur de sa santé et qui peut aussi nous y faire penser. C'est justement l'intérêt de la FLAR sur le sujet, d'informer les patients. Je les en remercie. Que vous dire d'autre? Je vais essayer d'être rapide pour que justement on puisse répondre à un maximum de questions. Le malade reste l'expert de sa maladie, je le répète à chaque fois. Alors le médecin traitant est là évidemment pour orienter, coordonner. Nous, on insiste beaucoup sur le côté informel de tout ça. Parfois on formalise, effectivement on va le faire là dans cette expérimentation, mais pas toujours. Le tout, c'est qu'on travaille tous ensemble. On a dit, il y a bien entendu la place pour les kinés, les pharmaciens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, il faut un médecin traitant parce qu'il faut éviter le nomadisme médical. Il faut idéalement un pharmacien. On a tout à l'heure défini ça comme ça, 2 familles, un kiné de famille, un infirmier de famille, bref, des gens qui vous connaissent. On ne change pas de pharmacie à chaque fois qu'on passe devant une pharmacie où il y a de la place pour se garer. Ce n'est pas une épicerie. Il faut créer une relation de confiance avec tous les soignants, ce qui permet aussi d'y penser, puis après d'accompagner effectivement les patients. Nous, on insiste beaucoup sur la prévention, hein, avec une vie saine, d'ailleurs, qui fait une prévention également cardiovasculaire et pour des tas de choses. Donc, le repérage est important, le diagnostic, l'orientation vers le spécialiste aussi, car nous ne savons pas tout faire. Nous avons besoin des rhumatologues, des spécialistes, car on ne traite pas toutes les ostéoporoses, hein, il faut le savoir. Et on ne travaille plus chacun dans notre coin, mais tous ensemble. Et c'est un petit peu le but de cette réunion, c'est faire comprendre qu'on doit mettre en place des espèces de parcours de santé, comme je l'ai dit, formels ou informels. Là, on va faire une expérimentation très intéressante qu'il faudra évaluer, bien sûr, mais voilà. J'en dis pas plus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Tréhou. Euh, je vais en profiter parce qu'il y a eu une question qui a été posée. Euh, c'est à propos du rôle que peuvent jouer également les ergothérapeutes. Parce que, comme vous le disiez, il faut tous travailler de façon orchestrée. Les gériatres ont également un rôle très important. Il y a des consultations de prévention des chutes. Et dans ces systèmes élaborés, mais pas assez répandus, il y a des équipes d'ergothérapeutes qui vont se rendre au domicile des patients, qui font un bilan de la maison dangereuse. Et effectivement, comme l'a dit M. Bouinour, on voit
par exemple, l'intérêt de mettre une douche à l'italienne, d'aménager les rangements, de mettre des surfaces antiglissantes, de mieux chauffer, de mieux éclairer la maison. Ce d'autant plus qu'il existe des aides financières à tous les niveaux, au niveau municipal, au niveau départemental, régional, national, au niveau des caisses de sécurité sociale, bien sûr adaptées aux revenus de la personne. Et tout ceci, donc, peut être mis en place de façon beaucoup plus large pour permettre que la maison soit moins dangereuse. Et ça participe aussi à ce combat qui va être de plus en plus prégnant et important, c'est le maintien à domicile de la personne âgée. Voilà. Oui, tout à fait. On voit bien, Patrice, ce que tu dis, c'est-à-dire c'est l'affaire de tous. Et en effet, ce qu'a dit le docteur Philippe Tréhoux est important. Il fait beaucoup, le médecin traitant fait beaucoup, le médecin de famille fait beaucoup, mais chacun a un rôle important et complémentaire dans ce paysage de l'ostéoporose et des femmes nombreuses, des 4 millions de femmes qui sont atteintes. N'oublions pas le million d'hommes. Et donc, on reviendra. Là, les questions aussi sont nombreuses sur le rôle du médecin généraliste. Maintenant, si nous sommes d'accord, Patrice, oui. Je vais donner la parole à Sébastien Regnault, qui est infirmier, de l'URPS infirmier, et qui va nous donner sa vision sur la place des infirmiers dans la prise en charge de l'ostéoporose en ville. Tu as parlé évidemment du rôle des intervenants à domicile, donc je pense qu'il va nous parler de tout cela. Sébastien, c'est à toi. Oui, merci. Bonsoir à tous et toutes. Donc, effectivement, le rôle de l'infirmier à domicile au niveau de l'ostéoporose est complète, c'est-à-dire qu'on a dans la prise en charge une prise en charge de l'individu dans sa globalité. On intervient sur différents niveaux, aussi bien dans la prévention, dans le dépistage, dans l'accompagnement et dans le suivi. Et également, comme on l'a rappelé, enfin tous mes confrères l'ont rappelé, dans la coordination avec tous les autres professionnels, puisqu'on travaille tous de concert. Dans la prévention, on pourrait retenir l'alimentation, la vigilance par rapport à certains traitements pouvant augmenter le risque au niveau de l'ostéoporose, des conseils diététiques, les orientations vers les médecins traitants. Le gros point, puisqu'en fait la valeur ajoutée de l'infirmier libéral, c'est que nous intervenons à domicile, nous sommes au contact direct de l'environnement du patient, ainsi que on a un œil sur son hygiène de vie. Donc, le professeur Fardelone parlait de l'ergothérapeute, et effectivement, je dirais, juste avant le passage d'une ergothérapeute au niveau infirmier, on est au contact et déjà on peut conseiller beaucoup de choses, des modifications pour la sécurité. Ensuite, je dirais que également au niveau des traitements, sur le suivi et l'accompagnement par rapport au traitement, que ce soit les traitements péros que injectables, puisque les perfusions pour le traitement pour l'ostéoporose se sont faits essentiellement par les infirmiers libéraux. Donc voilà. Et j'aimerais également parler d'un projet qui est porté par l'URPS Infirmiers Hauts-de-France en collaboration avec le professeur Pacou, qui s'articule autour d'un projet article 51 et qui vise à améliorer le parcours de soins de la personne fracturée par la mise en place d'un modèle multidisciplinaire pour renforcer la coopération entre la filière fracture. Donc, ce projet se situe en partenariat avec le CHU de Lille et la ville. Donc, voilà, c'est de pouvoir faire rentrer
suite à une fracture, des patients qui peuvent rentrer, qui sont dans les critères d'inclusion du projet, et de pouvoir améliorer le parcours de santé des personnes fracturées, renforcer les liens ville-hôpital, ouvrir sur la pluriprofessionnalité de l'ensemble des acteurs, impliquer les professionnels de ville, infirmiers, médecins, pharmaciens et kinésithérapeutes, et impliquer une ergothérapeute, comme disait le professeur Fardelone, qui coordonnerait pour renforcer le lien ville-hôpital. Merci Sébastien, vous auriez pu carrément faire la conclusion de notre webinaire parce que c'est un bon résumé de l'ensemble de ce qui a été dit. Et vous avez répondu également à une remarque d'Olivier là, qui nous dit « Que penser d'avoir oublié les services de santé à domicile, des soins de santé à domicile ?» C'est vrai qu'ils sont très bien placés pour pouvoir améliorer le devenir de ces patients. Parce que rappelons aussi que la morbidité et la mortalité chez les patients fracturés est très, très lourde. Après une fracture du col du fémur, c'est 25% de mortalité dans l'année qui suit. Parmi les survivants, c'est un tiers qui vont être institutionnalisés du fait des séquelles locomotrices, un tiers qui gardera d'autres séquelles de type douleur, par exemple, et très peu vont en sortir véritablement indemnes. Donc, il est très important, effectivement, de pouvoir assurer des soins, des services de soins à domicile qui permettent de restaurer le maximum d'autonomie et de confort, de qualité de vie à ces patients souvent très âgés. Alors, maintenant, on voit bien, en effet, Patrice, oui. on voit bien qu'il y a, malgré tout, actuellement des lacunes, des difficultés. Tu as évoqué le peu de patients fracturés qui bénéficient d'une densitométrie et d'une prise en charge thérapeutique actuellement. Et on voit bien qu'en effet, c'est parce qu'ils ne sont pas repérés, dépistés. Ce que l'on voit, c'est quand même qu'il y a actuellement en effet des efforts pluriprofessionnels pour pouvoir repérer et surtout ne pas laisser sur le bord du chemin ces femmes et ces hommes. Moi, je vais quand même essayer d'arriver à une question qui me paraît très importante. Actuellement, qui mesure la taille des patients? Parce que on a évoqué, tu l'as évoqué, et d'autres aussi, nos amis pharmaciens ont évoqué, les médecins ont évoqué le problème du dos qui se courbe, de la kyphose, mais aussi de douleurs vertébrales très intenses, très fortes, souvent étiquetées mal de dos. Et parfois, on le sait, les kinésithérapeutes le savent, ils traitent des patientes et des patients qui souffrent de mal de dos chronique, avec des douleurs souvent extrêmement difficiles et complexes, avec des résultats qui ne sont pas toujours évidents, parce qu'en fait, ces patientes et ces patients un peu voûtés, ces patientes voûtées, ces femmes qui se kyphosent, dont le dos se courbe et qui perdent un peu de taille, 3 cm, c'est la référence internationale actuellement. À partir de 3 cm, il faudrait rechercher une ostéoporose, c'est-à-dire rechercher ce qui est appelé et banalisé tassements vertébraux, mais qui sont des fractures des vertèbres. Et les kinésithérapeutes disent, nous avons parfois pendant des années ces patients et qui ne sont pas réellement pris en charge et diagnostiqués ostéoporose. Et ça, c'est un problème. Qui mesure la taille actuellement? Voilà, c'est peut-être une question, le docteur Philippe Tréhoux et toi-même, Patrice, vous pouvez peut-être nous donner des clés. Les clés. Tu as tout à fait raison, tout à fait raison. On a même fait des campagnes autrefois avec les pharmaciens pour mesurer systématiquement les femmes ménopausées en officine. C'était très intéressant. Et la recommandation, c'est de mesurer au moins une fois par an les femmes ménopausées qui sont dans la patientèle d'un médecin. Parce que, comme tu l'as signalé, une perte de taille qui ne s'expliquerait pas facilement par une scoliose qui vieillit, par exemple, eh bien, doit faire suspecter des fractures vertébrales sous-jacentes.
en sachant que 2/3 d'entre elles n'occasionnent pas de douleur brutale, hein, comme quand ça se produit avec ce qu'on appelle le crush syndrome. Non, ça se fait très, très progressivement. Comme tu l'as très, très bien dit, il y a le dos qui se voûte, hein, c'est ce que les anglo-saxons appellent de façon extrêmement désagréable le dos de sorcière. Et toute perte de taille par rapport à l'âge de 20 ans de 4 cm ou par rapport à l'année précédente de 2,5 cm, qui ne s'expliquerait donc pas par une cause évidente, justifie d'une imagerie. Alors, ça peut être une radio, ça peut être également ce qu'on appelle une VFA, ça se fait au moment même de la densitométrie par le même appareil, mais ce n'est pas réellement pratiqué parce que ce n'est pas valorisé, hein, il n'y a pas de remboursement et ça prend du temps. Donc, effectivement, n'oublions pas que la fracture vertébrale, c'est la plus fréquente de toutes les fractures ostéoporotiques, même si les fractures périphériques, toutes confondues, sont les plus fréquentes des fractures ostéoporotiques, ce qui souligne aussi l'importance de la prévention de la chute, car elles surviennent pratiquement toutes à l'occasion d'une chute. Alors que la fracture vertébrale, c'est 30% hein, qui survient lors d'une chute. Le reste, c'est un mouvement un peu malencontreux. On a soulevé son matelas, on a passé l'aspirateur et d'un seul coup, paf, la douleur est là. Oui, ça c'est très important. Et donc la question c'est qui mesure la taille? Comment ça se fait? Auparavant, les pharmaciens mesuraient, paraît-il, les médecins généralistes mesuraient, paraît-il. Peut-être le docteur Philippe Tréau va nous dire s'il a mesuré. Je suis en train de regarder ma toise, vous ne la voyez pas, mais oui, on mesure nos patients, mais en fait, on fait un indice de masse corporelle généralement. On va dire, on ne va pas exagérer, on le fait peut-être une fois par an, et donc on les pèse et on les mesure au moins une fois par an. Mais il est vrai aussi que, comme on l'a dit, on met parfois un peu de côté cette maladie et que les gens voûtés nous expliquent qu'ils sont voûtés, comme leur maman qui était voûtée, comme leur tante ou leur grand-mère qui était voûtée. Et tout le monde banalise un peu tout ça, y compris le patient d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il faut un peu faire un petit peu une dose de rappel, comme ce soir d'ailleurs, pour penser à ne pas oublier cette maladie, comme on a dit, qui est fréquente. Hein. Bon, après, comme on l'a dit tout à l'heure dans la réunion de ce midi, globalement, le patient n'a pas qu'une ostéoporose, il a d'autres problèmes de santé qu'on priorise parfois. La temporalité du diagnostic n'est pas toujours la même. On ne se jette pas forcément sur l'ostéoporose quand on a un patient qui arrive avec 22 tensions. Mais il faut y penser, il faut y repenser, surtout qu'on a des traitements. Maintenant, avant, à la rigueur, on n'avait rien à faire, on ne pouvait pas faire grand-chose, donc ça n'avait pas un intérêt particulier. Mais à la date d'aujourd'hui, et puis bon, c'est bien de repérer et d'accompagner, mais c'est bien aussi de faire la prévention. Absolument. Plus on se situe en amont de la maladie, plus on a de chances de traiter avant la première fracture. Donc, on repère les patients uniquement avec des facteurs de risque et on leur fait passer une densitométrie. Quand la fracture est là, c'est déjà la complication de la maladie. Hein. C'est un peu comme si on attendait l'infarctus avant de prévenir l'athérosclérose. Hein. Il y a une structure qu'on n'a pas citée, que je voudrais nommer, qui s'appelle les filières fracturaires, et je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. En fait, dans le monde entier, certains sont parvenus à la même conclusion, c'est que les fractures périphériques passent pratiquement toutes par les urgences, et que c'était peut-être à ce moment-là qu'on pouvait les choper. C'est-à-dire que c'est un peu comme le poisson dans la nasse, qu'on peut harponner quand il n'y a pas beaucoup d'espace. Et il y a dans 52 hôpitaux français ce qu'on appelle des filières fracturaires, ce que les anglo-saxons appellent Fracture Liaison Service, où un coordinateur, souvent une infirmière, moi j'ai une infirmière dans mon service, qui va repérer les dossiers des patients passés aux urgences pour une fracture et sélectionner ceux qui ont possiblement une ostéoporose sous-jacente qui expliquerait la fracture, c'est-à-dire des femmes de plus de 45 ans, voire des hommes qui n'ont pas été victimes d'une fracture dans le cadre d'un accident très, très violent, etc. Et on leur fait passer une densitométrie, un bilan biologique, et on les voit en consultation pour savoir si effectivement c'est une fracture ostéoporotique et s'il nécessite un traitement. Donc, il y a 52 filières en France. Demain, nous avons une journée nationale de ces filières qui a lieu tous les 2 ans à l'hôpital Cochin, où essentiellement, je le disais, c'est des infirmiers et des infirmières qui coordonnent ces filières. Alors, au niveau international, il y a l'IOF, qui est la société savante qui s'occupe des ostéoporoses, International Osteoporosis Foundation, qui, depuis quelques années,
coordonne une action qui s'appelle justement Capture the Fracture pour essayer de promouvoir ce système de filière, qui est pratiquement le seul qui a démontré son efficacité pour prendre en charge les patients fracturés en termes d'augmentation du nombre de patients traités et pour augmenter donc leur nombre dans le monde entier et aussi la qualité de leur fonctionnement. Voilà, je voulais simplement citer cet outil-là qui est très intéressant, qui est un peu un couteau suisse, parce qu'on peut greffer dessus aussi de l'éducation thérapeutique, de la prévention des chutes. Et il est très important également de veiller à la coordination et à la communication avec le médecin traitant pour que lui puisse prendre le relais et poursuivre les traitements et la surveillance. Oui, je crois que c'est très important parce que, en effet, la personne fracturée qui passe par les urgences n'est pas hospitalisée. Elle rentre chez elle le soir et toute contente en disant voilà, c'est fini, je suis chez moi, je suis sauvée. C'est un peu ça ce qui se passe. Et ces femmes, tout particulièrement touchées, c'est un peu l'histoire qu'elles nous racontent. Et parfois même, elles ont, comme nous le dit dans son témoignage ce matin Lise Vidoni, que je remercie, il faut parfois 3, 4 fractures avant que l'alerte soit sonnée à la trompette. Ça veut dire qu'il y a en effet du temps perdu, hein, si je comprends bien, Patrice, il y a du temps perdu avant de bénéficier de ce traitement, de cette mise sous traitement. C'est une notion très importante que tu soulèves là. Il y a ce qu'on appelle la cascade fracturaire. C'est-à-dire que la première fracture va appeler la fracture, comme la première chute va appeler la chute. Un patient à masse osseuse égale, hein, mesurée par la densitométrie, quelqu'un qui a déjà fait une fracture a plus de chances de refaire une fracture que quelqu'un qui n'a pas fait de fracture. Elle porte en elle-même, la fracture, une indication de gravité et de récidive proche. Et la fracture survient rapidement, elle survient dans les 6 mois. Quelqu'un qui a fait une fracture vertébrale a une chance sur 5 de refaire une fracture vertébrale dans l'année qui suit. Donc, cette notion de cascade fracturaire nous amène à traiter efficacement, mais aussi très rapidement, pour pas que les gens accumulent des fractures, parce que toute fracture va prédire une fracture, mais quel que soit le site. Hein. La patiente qui a fait une fracture du poignet, elle va pouvoir se fracturer la vertèbre dans l'année qui suit, ou le col du fémur. Donc, c'est vraiment une notion très importante que tu as soulevée là. Il y a une remarque d'un des auditeurs qui, je pense, est le même qui a fait la remarque à propos de l'ergothérapeute. Il nous rappelle l'existence d'un acteur de santé très important. Ce sont les professeurs d'activité physique adaptée. Hein, c'est les professionnels qui sont formés pour proposer des activités physiques et sportives même chez les gens qui présentent des pathologies chroniques, cardiovasculaires ou autres, et activités donc, qui vont être parfaitement bien adaptées aux possibilités et à la sécurité de ces patients. Ils interviennent donc en complément des kinés, des ergothérapeutes et de l'ensemble des autres professionnels. Donc, c'était une remarque très importante. Oui, tout à fait. Je voudrais poser une question à l'ensemble des intervenants et à toi, Patrice, parce qu'un grand nombre de patientes qui se sont fracturées, de patients, nous disent que la douleur, pour eux, est un problème. Il y a la douleur, évidemment, lorsqu'ils ont des fractures vertébrales, souvent d'ailleurs appelées tassements sur les comptes rendus. Ils nous le disent aussi, ils ne comprennent pas que c'est une fracture, mais ils souffrent beaucoup, elles souffrent beaucoup. Et puis, il y a les douleurs aussi séquelaires dont ils nous parlent, des douleurs de poignet, des douleurs d'épaule, etc. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça les gêne considérablement. Et je pense qu'il y a une question patente concernant ces douleurs Oui. dans l'ostéoporose. Tu as parfaitement raison. C'est pour ça qu'on a quelques réticences à dire, voilà, l'ostéoporose, cette maladie silencieuse, parce qu'elle n'est pas silencieuse que ça. Hein. Quand la fracture est survenue, elle va laisser derrière elle des séquelles locomotrices, mais également douloureuses. C'est vrai pour la fracture du col du fémur. C'est vrai pour les fractures vertébrales. Quand on a perdu 10 cm et qu'on est tout voûté, on a mal dans la colonne vertébrale pour des raisons mécaniques, on a des difficultés respiratoires, on a des difficultés digestives, on a des reflux acides. Donc,
même après une simple fracture du poignet, il y a un tiers des fracturés du poignet qui vont Oui, avoir des séquelles douloureuses oui, ou un syndrome du canal carpien ou autre. Donc, il n'y a pas de fracture absolument. anodine. Et c'est vrai que excusez-moi, et c'est vrai que la douleur est une composante, une séquelle de la maladie. Donc, attention, c'est pas silencieux que ça, que l'ostéoporose. Oui, et parfois, il faut pour résoudre ces problèmes de douleur, alors là, je vais peut-être demander au docteur Philippe Tréhou de nous donner sa position. Qu'est-ce qu'il peut prescrire pour ces douleurs séquelaires ou ces douleurs vertébrales, cher Philippe? Alors, merci de me repasser la parole. Euh, C'est pas une c'est- question c'est- facile, hein. non, c'est pas une question facile parce qu'on va pas faire un cours sur la douleur et les différents traitements qui existent. Bon, enfin, il y a des produits de différents paliers pour lutter contre la douleur, mais effectivement, l'idée, encore une fois, c'est ce qu'a dit le professeur, c'est de se souvenir que l'ostéoporose, si elle est silencieuse au début, finalement, j'aimerais dire, pourrait nous laisser presque indifférents. Après les fractures, on a effectivement des difficultés à la marche, et que c'est une perte de l'autonomie, mais on a surtout, effectivement, on l'oublie, ces douleurs qui sont souvent très intenses, notamment dans les tassements vertébraux, qui réclament un peu différents produits. On peut aller malheureusement jusqu'à la morphine, qui demande Ah parfois oui, l'intervention des centres antidouleurs, etc. Je voudrais dire un petit bémol par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début. Moi, je suis installé en zone rurale, hein. Un ergothérapeute, c'est bien joli, mais je sais que ça existe, j'en ai jamais vu. Faut quand même le savoir. Bon, Ouais. les professeurs d'activité physique adaptée, le sport sur ordonnance, c'est joli, mais ça n'existe pas dans mon coin. Bon, on n'est pas tous égaux dans la région Hauts-de-France par rapport à ça. important ça. C'est vrai. Moi, j'habite Mais dans un désert médical. Je vois bien les difficultés autour de moi qu'ont les gens qui n'ont pas accès aux mêmes soins que quand ils habitent une métropole, hein. Ça, c'est une réalité. Parfois, ils ne savent même pas qu'il existe des ressources médicales qui pourraient les soulager de leurs maux, hein. je voulais prendre la parole vis-à-vis des douleurs séquelaires. On a la possibilité, en kinésithérapie, normalement, une rééducation de fracture. À la fin, il y a normalement très, très peu de douleur, puisque on a non seulement mobilisé, mais on a aussi quand même retonifié et remodifié, amélioré la trophicité quand même des différents tissus. Donc, pour le coup, c'est aussi une question derrière de prise en charge et de longueur de prise en charge du patient, c'est-à-dire que parce qu'il est ostéoporotique, il y a aussi une logique de dire bah, je vais faire des séances pour ma fracture. Une fois que j'ai récupéré ma mobilité, bah, je vais peut-être continuer un petit peu parce que bah, mon bras il n'est pas très costaud, parce que ma circulation de la main n'est pas très bonne, etc. etc. Donc là aussi, la douleur, on a, enfin, je prêche pour ma paroisse, mais la douleur, on sait aussi qu'on peut apporter des choses physiques pour un problème physique, sans que ça soit forcément avec des traitements forcément très lourds. Oui, oui, Merci beaucoup. je suis tout à fait en accord avec ça. C'est vrai que le kinésithérapeute a un rôle important dans la prise en charge des douleurs. Et ça, je crois qu'il faut vraiment y recourir. Il ne faut pas y recourir trop tard, mais je crois qu'il faut avoir ça en tête aussi. Et les moyens thérapeutiques en kinésithérapie contre la douleur, dans l'antalgie, sont assez variés, sont variés et importants. Et il ne faut pas oublier non plus qu'en effet, le massage peut lui aussi être sédatif, créer une sédation pour la douleur. Il y a des patients d'ailleurs qui sont tout à fait, les patients sont tout à fait en accord avec cela. Et bien sûr, les renforcements musculaires, etc., et les rééquilibrages neuromoteurs, je pense que c'est très important, mais la douleur reste quand même un marqueur, même parfois à distance. L'année qui suit la fracture, les patients nous signalent des douleurs, comme l'a dit Patrice, de tibia, des douleurs de poignet, d'épaule, et bien évidemment, dans les fractures vertébrales, le problème est très crucial et c'est un handicap majeur pour les femmes et les hommes qui souffrent de ces fractures vertébrale, c'est un drame. Et ça, je plaide vraiment pour qu'on soit très attentif, évidemment, à ces problèmes. Nous recevons des témoignages absolument déchirants
d'enfants d'ailleurs aussi, de dames un peu âgées, et leurs enfants qui sont adultes nous écrivent en disant « Ma maman souffre horriblement de mal de dos, elle souffre d'ostéoporose, elle a perdu 20 cm, etc. Elle a 70 ans, 75 ans. » Et évidemment, c'est pour nous une préoccupation très importante et nous souhaitons être très vigilants et alertés sur ce sujet-là et sur ces douleurs qui vraiment font que ces personnes ont des difficultés à vivre, bien sûr très fortes, comme l'a dit Patrice, à respirer et avec des souffrances absolument intolérables. Et le docteur Philippe Tréhou a prononcé le mot morphine. Et nous entendons naturellement que la morphine, certes, les aide, mais ne résout pas forcément ces problèmes de douleur. Et ce sont des vies extrêmement difficiles pendant des années en situation de handicap et de perte d'autonomie très grande. Donc, vraiment, je plaide en faveur de cela et nous devons travailler aussi sur ce sujet-là, évidemment, pour pouvoir dépister, traiter suffisamment tôt ces personnes et éviter ces drames. Ce sont des drames. Excusez-moi, je vais juste prendre, je vous rejoins tout à fait sur cette prise en charge de la douleur. D'ailleurs, à domicile, au niveau infirmier, on travaille énormément en coordination avec le médecin traitant parce qu'en fait, on fait le retour d'informations parce qu'il n'est pas rare d'avoir des personnes qui, malheureusement, apprennent à vivre avec la douleur et disent bah, « j'ai mal », mais voilà, le retour d'information, ils ne se plaignent pas forcément à la juste valeur de leur douleur au niveau du médecin traitant. Et le retour d'information permet en fait une amélioration de leurs conditions de vie, parce que c'est vivre avec une douleur lancinante et constante, c'est très très difficile. Oui, tout à fait. C'est là qu'on voit que la coordination, tu parles Sébastien de communication entre l'infirmier et le médecin traitant, et voilà, on le voit entre le kiné, le médecin traitant, le rhumatologue, etc. Je pense que ça, c'est fondamental pour ce problème spécifique des douleurs. J'ai entendu le mot intolérable. Donc, là aussi, je pense qu'il y a une nécessité d'informer, de sensibiliser fortement et de former à ça. Patrice, toi qui es enseignant. Oui, non, mais c'est évident. Et c'est pas facile parce que c'est des gens qui ont des douleurs qui sont séquelaires de leur fracture, mais qui ont également des douleurs parce qu'ils ont de l'arthrose, parce qu'ils ont des comorbidités. Et on voit bien que ces comorbidités font le lit de l'ostéoporose et de la fracture, et que plus on est âgé, plus ces problèmes s'accumulent, avec un risque à la clé qui est celui de la polymédication, qui à son tour peut favoriser le risque de chute et donc de fracture. Et le rôle du médecin traitant est vraiment pas facile. Oui, tout à fait. Donc, pensons-y, on y pense. Françoise, je vais maintenant céder la parole donc à Madame Betchkoun, qui est infirmière coordinatrice d'une... Alors, elle n'est pas présente, Patrice, elle n'est pas présente. Et je pense qu'il y a eu de nombreuses questions et débats. Peut-être on peut peut-être appeler Pierre-Marie Lebrun, qui est le président en Hauts-de-France de France Asso Santé, et qui évidemment a une mission très importante auprès des habitants, des citoyens et des citoyennes de cette grande région des Hauts-de-France. Et donc, je pense qu'il a des choses à nous dire sur la santé de ses concitoyens des Hauts-de-France. Pierre-Marie, je te donne la parole en te remerciant vraiment de porter pour France Asso Santé ta vision auprès de nous sur ce problème de l'ostéoporose. Merci à toi, Pierre-Marie.
Merci beaucoup Françoise. Merci à la FLAR de m'avoir invité. En fait, France Asso Santé, donc en 2 mots, c'est un rassemblement d'associations, surtout de malades, une petite centaine au niveau national, 70 dans les Hauts-de-France. Chacune, en fait, vous le savez, les assos de malades sont chacune centrées sur leur pathologie, donc ça, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Mais quand même, c'est un monde qui est extrêmement réceptif à l'ensemble des pathologies et donc même à celles pour lesquelles ils n'ont pas créé eux-mêmes une association. Donc je pense que première réaction, on est dans un. Alors nous, on n'est pas soignants, hein, bien entendu. Vous avez bien compris que ce soir, c'était plutôt des soignants. Mais il n'empêche que ce problème de patients qui nous écoutent. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et puis qui doivent être acteurs de leur santé, ça on a bien compris. Hein. Donc, on a bien compris qu'il y avait quand même 2 problèmes qui pouvaient nous intéresser, nous. C'est la question de la prévention et du repérage, c'est-à-dire avant le soin. Donc, d'abord dire que moi, j'ai beaucoup apprécié l'expérimentation future avec les pharmaciens. Je pense qu'on va essayer de la suivre de près quand on se reconnaîtra les pharmacies qui sont choisies. On essaiera de suivre de près parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit retour par des usagers. En fait, bon voilà, je pense que c'est pas fondamental, mais je pense qu'on va le faire. Si on peut le faire, on va le faire. Et deuxièmement, moi je pense qu'il faut rechercher maintenant. Je pense aux gens qui sont à domicile. Il faut rechercher tous les gens qui ont une intervention quelque part dans le domicile d'une personne, alors souvent plutôt âgée quand même, il faut le dire. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. On vient de citer, alors bien sûr les infirmiers, c'est prioritaire, mais vous savez, il y en a quand même tous les services d'aide à domicile. Enfin, donc à un moment donné, quand même, il va falloir, et sur la prévention, il va falloir essayer de mobiliser plus de gens. Un petit exemple, il ne se passe pas une semaine, parce que moi je suis une personne âgée, donc où je reçois un document d'une mutuelle quelconque qui m'incite à de la prévention, à faire des choses, et voilà. Donc c'est quand même, ça c'est aussi, tant que les mutuelles existent, avant qu'elles soient supprimées, donc je pense qu'il faut, il faut essayer de regarder s'il n'y a pas des choses à faire de ce côté-là. Je voudrais dire un mot des ergothérapeutes quand même, parce que dans un métier passé, j'étais directeur de MDPH du Nord et j'avais comme salarié des ergothérapeutes. Alors on nous dit, enfin c'est vrai, hein, il y a très peu d'ergothérapeutes, hein, quand même, il faut le savoir. Et pourquoi ils sont centrés dans les bassins de population importants? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de financement de l'ergothérapeute. Ça n'existe pas. Les ergothérapeutes, c'est comme des psychologues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remboursement prévu, etc. Donc, s'ils sont salariés, ils ont un salaire. S'ils sont en libéral, eh ben, il faut qu'ils trouvent leur façon de vivre. Et si on pense que, parce que moi j'ai l'impression quand je vous écoute, que l'ergothérapeute, dans le parcours de soins de la personne qui a de l'ostéoporose, l'ergothérapeute est un personnage très important, hein, franchement très important. Donc, je me demande pourquoi on ne pourrait pas imaginer à terme que, comme pour les psychologues, il y ait finalement quelque chose qui soit ordonné par le médecin traitant qui permette à l'ergothérapeute, à un moment donné, d'avoir un remboursement quelconque par la sécurité sociale. Parce que sans ça, vous n'aurez jamais un corps d'ergothérapeute suffisant pour suivre toutes ces personnes qui ont de l'ostéoporose. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait évident. Et moi qui ai vécu avec 2 ergothérapeutes dans ma MDPH, je veux dire, ils faisaient un boulot formidable par rapport aux personnes chez qui, parce qu'ils vont chez les personnes, ils vont à domicile quand il y a une analyse à faire. Elle faisait pour moi pour les MDPH, mais je veux dire, ça pourrait se faire aussi par rapport à une pathologie. Et je pense qu'il y a là une piste qu'il faut suivre. Après, bon, il y a tous les gens qui sont à domicile, même les aidants. Maintenant, il y a des aidants qui sont regroupés en associations, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté. Donc moi, il me semble qu'il y a encore des pistes à explorer à côté du soin, en accompagnement du soin, autour du soin, plutôt en termes de prévention, je pense, et de repérage. Mais enfin voilà, je pense qu'il y a des pistes possibles pour l'ostéoporose si on veut toucher plus de monde. Parce que j'ai quand même remarqué d'entrée de jeu qu'on nous expliquait qu'il y avait moins de gens qui étaient finalement touchés qu'avant, enfin qui soignés qu'avant, etc. Donc c'est quand même un vrai souci, me semble-t-il. Voilà. Oui, tout à fait, Pierre-Marie. C'est très important ce que tu as donné comme élément, notamment concernant évidemment
l'expérimentation en pharmacie, qui est un projet vraiment qui est en voie d'être mis en place. Et nous continuerons d'échanger ensemble sur ça avec vraiment un grand plaisir, parce que c'est une expérimentation importante et qui est déployée en effet dans trois régions et sur un nombre important de pharmacies. Donc, ça va toucher en effet les concitoyens de Hauts-de-France. Pour le suivi à domicile, c'est vrai que c'est aussi un point central. Le professeur Fardelone a signalé que le nombre de chutes était phénoménal par an, et beaucoup ont lieu à domicile, plus de la moitié en l'occurrence. Et donc, alors, certaines mutuelles, c'est les mutuelles qui parfois envoient des documents. Il y a un patient justement là qui vient de nous poser une question en disant: j'ai reçu de ma mutuelle un dossier à remplir et à cocher des questions pour l'aménagement de mon domicile. Que dois-je faire? Alors, j'aimerais bien que quelqu'un réponde à la question de ce patient qui a reçu ce dossier et qui se demande ce qu'il doit en faire. Qu'en pensez-vous, messieurs et mesdames? Il doit le remplir. Que voulez-vous? Non, mais ça rejoint ce que moi je vous expliquais tout à l'heure. Il y a des mutuelles les mutuelles ont choisi des domaines d'intervention sur des pathologies qui concernent en général des personnes assez âgées, il faut être honnête, et ont choisi le chemin de la prévention. Et il y a des mutuelles qui vont assez loin dans ce domaine. Donc, je pense même qu'il y a peut-être des mutuelles qui peuvent envoyer à domicile des ergothérapeutes. Je pense que ce n'est pas du tout impossible. Hein. Donc, bon, voilà. Oui, donc après, tout à fait. Et là, nous avons une autre personne qui ne pose pas de questions, mais qui nous dit: j'ai demandé à ma mutuelle, elle la cite, mais je ne vais pas la citer, j'ai demandé à ma mutuelle une visite à domicile et deux personnes sont venues chez moi et m'ont fait retirer les fils, certains tapis, etc., etc. Donc, il y a quand même, je crois, des cambrioleurs. efforts qui sont faits. Patrice, tu veux prendre la parole? Moi, je dis c'était des cambrioleurs. Ils ont piqué les tapis et tout ça. Et il devait y avoir beaucoup de fils, hein, etc. Bon, mais je sais que les intervenants, les conférenciers qui interviennent à domicile nous signalent qu'en effet, il y a souvent un encombrement très important au domicile des patients. Est-ce vrai? C'est vrai. Je peux intervenir, Françoise? Ah oui, bien sûr, au contraire, on est là pour… Voilà, parce que il faut se projeter dans le futur. Bon, on est dans un pays où la population vieillit et c'est une bonne chose, mais le prix à payer, c'est toutes ces pathologies. Il y a bien entendu les cancers, les maladies cardiovasculaires et ces pathologies comme l'ostéoporose et les fractures qui sont un véritable défi pour notre système de soins. Donc, il faut prévenir les complications et on voit se développer maintenant des applications, on va dire, numériques, informatiques. Alors, je vais en citer deux exemples. Il y a des expérimentations dans certains hôpitaux d'intelligence artificielle qui vont fouiller dans les comptes rendus d'orthopédistes, les comptes rendus d'urgentistes, les comptes rendus de radiologues pour repérer tous les patients qui ont fait des fractures et qui envoient des messages aux médecins généralistes pour leur dire: ah, voilà, votre patiente un tel, elle a fait une fracture qui est survenue dans telle et telle circonstance. Il faudrait vérifier chez elle si elle n'a pas une ostéoporose, etc. Et puis, d'un autre côté, on a vu que pour les fractures périphériques, il n'y a pas de fracture périphérique s'il n'y a pas de chute, et qu'il y a deux familles de risques de chuter. Il y a ce qu'on va appeler les risques intrinsèques qui sont liés à l'état de santé du sujet. Par exemple, un gros facteur de risque de chute, c'est la cataracte. La cataracte, c'est un pourvoyeur de chute incroyable. Il y a la DMLA. Malheureusement, il y a moins d'actions possibles sur la DMLA que sur la cataracte qui s'opère très bien. Il y a, par exemple, l'arthrose du genou, toujours pour les facteurs de risque intrinsèques, c'est-à-dire liés à l'état de santé du sujet. Il y a aussi la iatrogénicité, c'est-à-dire une ordonnance qui est un peu lourde, trop d'anxiolytiques, trop d'hypnotiques, des médicaments antihypertenseurs qui sont peut-être un peu trop dosés.
il y a les séquelles de maladies neurologiques, il y a le Parkinson qu'on n'a pas diagnostiqué. Tout ça, ça s'explique. Donc, c'est l'état de santé du sujet qui va favoriser sa chute. Et puis, il y a l'environnement dangereux. Ce sont les facteurs extrinsèques. Et la maison dangereuse est un exemple typique. Moi, j'habite en Picardie. La maison dangereuse, c'est la maison amiénoise, par exemple. C'est-à-dire, elle est mal chauffée, mal éclairée, tout en hauteur, avec des marches trop hautes, des surfaces glissantes, des rangements qui ne sont pas adaptés. En fait, c'est un vrai piège à vieux. Il y a tout ce qu'il faut pour faire tomber. Et la salle de bain à l'étage. Et la salle de bain à l'étage, et parfois encore, des tapis. Il y a vraiment tout. Des tapis. Les tapis qui glissent, les rallonges qui traversent la pièce. Et il y a beaucoup, beaucoup de recherches sur la domotique, c'est-à-dire la maison intelligente, qui permet de sécuriser la personne âgée. Alors, parmi les dispositifs qui sont ainsi évalués, il y a, c'est un peu Big Brother quand même, il y a des caméras qui filment en permanence la personne, qui s'assurent qu'elle est en bonne santé, qu'elle marche correctement, qu'elle n'est pas par terre. Il y a même des planchers intelligents qui analysent les pas des sujets, qui voient s'ils se mettent à boiter, s'ils sont tombés par terre. Et à Cochin, il y a une expérimentation sur des semelles intelligentes qui a les mêmes fonctions, qui évaluent un petit peu l'état locomoteur du sujet et un petit peu son risque prochain de faire une chute. Voilà. Donc, il y a également, à côté des acteurs humains, il peut y avoir des acteurs numériques qui vont de plus en plus prendre une place importante dans la médecine en général, mais dans cette problématique de la chute et de la fracture en particulier. Oui, on voit que c'est important, en effet, cet apport numérique. D'ailleurs, là, j'ai une question d'une femme qui est avec son mari et qui nous écoute très attentivement parce qu'elle a vu le mot fracture, etc. sur les réseaux sociaux. Et donc, elle nous dit ceci: j'ai 53 ans, j'ai eu une fracture d'épaule l'année dernière. Mon chirurgien m'a mis une écharpe aux urgences et maintenant, il me dit, allez, hop, rentrez chez vous, il n'y a rien à craindre. Or, j'ai regardé sur des sites, à la FLAR, etc., et je vois qu'en fait, ma fracture n'est pas si, voilà, j'arrive pas à lire, n'est pas si peu grave que cela. Effectivement. Voilà, j'ai juste glissé sur mon tapis. Je peux me permettre de prendre la parole pour ça parce que je trouve que c'est assez magnifique qu'un chirurgien il y a une fracture et du coup il met qu'il fasse un traitement orthopédique, ça s'entend tout à fait, mais derrière il n'y a donc absolument pas de prise en charge kinésithérapie. C'est un petit peu dommage parce que ça veut dire qu'il ne conçoit même pas que son traitement ne soit pas, il n'y ait pas un effet sur l'articulation et sur la mobilité de la personne. Je reviens aussi. Je voudrais le point de vue. Oui, très bien, merci Philippe. Il y a Olivier aussi qui nous a fait un petit mot pour dire pourquoi ne pas mettre en place des séances de groupe de gym douce en mouvement. Je reviens dessus, c'est juste, n'hésitez pas dans ces cas-là à parler avec votre kiné, qui justement peut-être s'il a 5, 6, 10 patients qui ont envie de faire de la gym douce, peut très bien s'organiser. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Enfin, ça s'organise. Voilà, faut avoir une salle, il faut avoir un créneau horaire, etc. Mais après, ça peut toujours s'organiser. Les patients peuvent toujours aller voir le médecin pour dire j'ai besoin de sport sur ordonnance. Et du coup, on passe ça justement dans une logique de sport sur ordonnance avec des séances de groupe qui sont tout à fait pris en charge normalement. Françoise, je voudrais rebondir sur les questions écrites, si c'est possible. Merci Philippe, c'est très important. Ouais. La question d'Olivier, justement, est intéressante. Pourquoi ne pas mettre en place des séances de groupe de gym pour ralentir la douleur, comme nos amis d'Extrême-Orient, les Coréens? Je pense qu'ils parlent des Sud-Coréens, enfin, je l'espère, tout au moins. Je voulais dire qu'à la campagne, nous n'avons pas d'ergothérapeute, mais nous avons des idées. Nous avons alors, nous, des infirmières d'éducation thérapeutique, qu'on appelle des infirmières azalées. Et nous en avons une dans notre maison de santé qui organise des ateliers marche, des ateliers gym,
Mais il n'y a pas que les gens qui ont une ostéoporose ou des douleurs. On regroupe les gens qui ont besoin de faire de la prévention cardiovasculaire, des diabétiques, et tout le monde marche joyeusement ensemble. Parce qu'il n'y a pas que l'ostéoporose dans la vie. Il y a des tas de gens qui ont besoin de marcher, qui ont besoin de se dépenser. Ah oui. Pour la deuxième question de Monique, qui part dans les services de soins à domicile, il faut relier les auxiliaires de vie qui ne sont pas, dit-elle, qui sont hors du soin, mais depuis la Covid, ils sont considérés comme des soignants. Et moi, personnellement, en médecine générale de ville, il est fréquent que les auxiliaires de vie nous appellent pour nous alerter sur des problèmes de ce type. C'est bien intéressant et elles font partie, effectivement, j'ai envie de dire, des soignants parce qu'elles sont là aussi pour repérer les choses en y allant forcément régulièrement et en étant les confidents, justement, des patients. C'est évident. Oui, très bien, Philippe. C'est très important. Je suis entièrement en accord, en harmonie avec ça. Peut-être, Patrice, tu peux répondre à cette femme qui a posé la question? Oui, absolument, ça me démange parce que c'est vraiment le cas caractéristique, c'est-à-dire que le chirurgien, il répare la fracture, il a fait son job, il l'a très bien fait, et puis ça s'arrête là. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas de prise en charge, c'est bien pour ça que les gens ne sont pas traités après. Et effectivement, une fracture de l'épaule, c'est une fracture sévère, c'est une fracture à prendre au sérieux. On appelle fracture sévère les fractures de l'extrémité de l'épaule proximale, les fractures de vertèbres, les fractures du col du fémur et les fractures du bassin, parce que ce sont les plus pourvoyeuses, malheureusement, de mortalité, de morbidité. Bon, madame est jeune, ça va encore, mais quand ça survient chez une personne de 80 ans, 90 ans, on sait que ça met en péril sa vie. Et donc, c'est une fracture qui justifie chez cette dame d'investigation, notamment d'une densitométrie, d'un bilan phosphocalcique, et donc elle doit se tourner vers son médecin traitant pour mettre en place toute cette batterie d'examens qui peut aboutir au diagnostic d'ostéoporose et donc à un traitement spécifique et adapté. Très bien. Bon, ben merci de cette réponse qui va la satisfaire ainsi que son mari qui nous écoute. On va essayer de la guider, nous, à partir de la FLAR aussi, pour ce parcours que tu proposes, Patrice. Je vois que le temps est passé à une très, très grande vitesse et je voudrais laisser la parole à Pierre-Marie Lebrun de France Asso Santé pour dire un mot de conclusion, puis ce sera Patrice, et puis moi je fermerai cette magnifique conférence. Pierre-Marie, c'est à toi. Ben, écoute, moi je vais simplement dire que l'organisation de ce webinaire, là, moi je vois bien que ce qui s'est passé, c'est que des gens ont parlé ensemble et des idées sont automatiquement sorties de ces échanges. Bien sûr, ça arrive assez souvent, on n'a pas fait un truc extraordinaire ce soir, mais ça veut quand même dire que ces choses-là sont à reconduire, pas toutes les minutes, mais c'est à reconduire parce que quand on rassemble comme ça des participants avec des horizons un peu différents, mais sur un thème donné, finalement, toujours, il se passe quelque chose. Enfin, moi, je n'ai pas d'exemple où il ne se passe pas quelque chose et que ça serve à l'un, que ça serve à l'autre. Mais bon, on voit aussi que sur cette maladie, il faut qu'il y ait un parcours quelque part. Donc, alors ça c'est de la tarte à la crème, mais c'est pas tant tarte à la crème que ça. C'est très bien la tarte à la crème, Pierre-Marie. Non, mais il y a besoin d'un parcours, donc il y a besoin de début de parcours, d'accompagnement dans le parcours, et voilà, et puis de temps en temps des évaluations, mais bon, ça viendra, il faut être patient, pas mourir trop vite. Voilà. Ben, écoute, merci. Patrice, tu veux dire un mot? Un petit mot très court, très bref, parce que beaucoup de choses ont été dites et le temps passe vite en bonne compagnie. Et je pense qu'il y a, on l'a bien vu avec nos échanges, il y a une nécessité de prise de conscience, que tout le monde a son rôle à jouer et qu'il faut intervenir le plus rapidement possible dans le déroulement de la maladie ostéoporotique, et si possible avant la fracture. Et on est tous des sentinelles. On est tous des sentinelles, pour filer encore une fois la métaphore un peu guerrière. C'est-à-dire que chacun, dans son coin, peut repérer les patients qui justifient d'un traitement. Et la densitométrie est l'examen indispensable. Donc, il faut qu'on puisse faire se converger les différentes patientes, puisque ce sont surtout des femmes, vers cet examen clé qui permettra le diagnostic. Ça, c'est avant la fracture. Mais après la fracture, il ne faut surtout pas dire, bah voilà, il y a une fracture,
qui est survenue, elle est réparée, et puis voilà, l'affaire est classée. Non, c'est là que tout commence. C'est là qu'une évaluation appropriée doit être faite pour savoir si cette fracture qui est survenue pour un traumatisme dit minime, c'est-à-dire qui n'excède pas la chute de la hauteur du sujet, si cette fracture est attribuable à la maladie ostéoporose. On a vu ce midi, hein, la fracture n'est pas un accident, non, elle est survenue sur un os malade, et il faut le confirmer le diagnostic et mettre en place les traitements. Le traitement médicamenteux est indispensable, mais tous les traitements adjuvants faisant intervenir tous les acteurs qui ont pris parole ce soir sont également extrêmement importants pour limiter, certes, la mortalité, mais aussi la morbidité, les séquelles, les douleurs, et comme ça, alléger un petit peu le fardeau de ces patients et améliorer leur qualité de vie. Oui, merci beaucoup, Patrice, de ces mots qui concluent quasiment. C'est vrai que c'est l'affaire de tous, l'ostéoporose. Philippe Tréhou, comme médecin généraliste, nous a dit qu'il faut absolument y penser. Et je crois qu'il faut aussi que les patients aussi interpellent s'ils le peuvent, s'ils savent. Nous avons un très gros travail encore à faire en termes d'information. Il faut lutter contre la banalisation, lutter contre l'oubli, lutter contre la désinformation, les idées reçues et les croyances dans l'ostéoporose. On a entendu des mots très importants et on voit que des actions se déploient. Et je trouve que ce soir, vraiment, les conférenciers ont été extrêmement concrets et ça, c'est extrêmement intéressant de partager ces visions, de les croiser. Et je voudrais remercier vraiment très vivement tous les intervenants, toutes les personnes aussi qui se sont connectées et qui sont très nombreuses, qui sont plus de 180. Il y a des familles qui se sont connectées. Donc, merci à vous d'accompagner vos proches qui sont atteints d'ostéoporose. Je remercie l'équipe aussi de Marie-Hélène Brun, Pierre Ken et Laetitia qui nous aident évidemment considérablement. Et merci aussi au soutien de l'ARS Hauts-de-France et du ministère des Solidarités et de la Santé. Voilà, nous allons progresser, nous faisons tout pour cela. À très bientôt et merci beaucoup à tous.